Bonjour à tous et bienvenue à la formation Utilisation des sous-produits en alimentation bovine. Je m'appelle Elisabeth Lepage et je suis agronome experte conseil en production bovine chez Solio Agriculture. Donc, pour le plan de formation, nous allons commencer par décrire les sous-produits les plus souvent utilisés là, en production vache-veau, puis en production de bouillon d'abattage. Ensuite, on va décrire les avantages et les inconvénients qu'on peut rencontrer avec l'utilisation de ces sous-produits dans l'alimentation de nos animaux. Puis, on va élucider là, tous les éléments à considérer dans nos décisions, dans nos choix de sous-produits quand on décide de les intégrer dans notre plan alimentaire. Donc, rapidement ici, on peut voir la liste des sous-produits qui seront plus détaillés dans la présentation. On parlera du gluten sec ou humide, drèche de distillerie, le Filterade, le germe de maïs, la drèche de brasserie, le son de maïs, les criblures de grains, les fruits, différents fruits dépendamment de la saison, puis les légumes déclassés ou certains résidus de légumes également. Donc, pour commencer, le gluten, aussi vendu sous le nom de gluten feed, peut être sous forme sec ou humide. Puis, c'est généralement une combinaison de son de maïs, de germe de maïs et de sa liqueur de macération. Donc, c'est un produit qui a un bon taux de protéines. On parle de 20 à 23 de protéines. C'est un produit aussi qui a une bonne énergie nette de gain. On parle de 1,29 mégacalories par kilogramme. Puis, c'est un ingrédient qui peut composer 15 à 35 de la ration en engraissement. C'est un produit qu'on va donner un petit peu moins normalement aux jeunes veaux, surtout entrée en parc d'engraissement, parce que c'est un produit qui est un petit peu moins appétant que les prochains qu'on va voir dans la présentation. Maintenant, la drèche de distillerie peut aussi venir sous forme sèche ou humide. La forme humide qu'on connaît principalement au Québec, c'est la drèche de Varennes. Donc, la drèche de distillerie est issue d'un processus de dégradation de l'amidon par trempage, par fermentation et par distillation des grains. Elle provient principalement de la fabrication de l'éthanol fait à partir du maïs grain. C'est un ingrédient qui est très utilisé en parc d'engraissement. C'est probablement même le sous-produit le plus utilisé en parc d'engraissement sous une forme très, très régulière. C'est souvent la principale source de protéines aussi dans les rations des bouillons parce qu'elle contient 28 de protéines. La drèche de distillerie est très haute aussi en énergie, autant que le maïs grain, donc 1,55 mégacalories par kilogramme d'énergie nette de gain. C'est aussi un produit qui est très appétant. Les animaux aiment beaucoup consommer ce produit-là. Mais c'est un produit qui est assez élevé en gras, donc il faut faire attention quand c'est jumelé avec un autre ingrédient qui est élevé en gras. Mais généralement, le taux d'incorporation peut aller de 15 jusqu'à 45 de la ration. Le Filterade, maintenant, probablement un produit beaucoup plus connu par les parcs d'engraissement que les productions vache-veau. C'est un produit qui est issu du raffinage du sirop de maïs par filtration sous vide avec de la terre diatomée. Donc, c'est un produit qui est une excellente source de gras. Ça apporte beaucoup d'énergie. Dépendamment de la provenance et du fournisseur, la matière sèche va aller de 65 à 80 Le gras va différer aussi d'un produit à l'autre, mais on parle généralement de 15 à 30 Donc, quand on a un Filterade à 30 de gras, il faut faire vraiment attention de ne pas dépasser les recommandations en gras totaux de la ration. Puis quand on parle de taux différents de gras, c'est vraiment qu'on va retrouver sur le marché généralement trois sortes, donc le jaune, le gris et le blanc. Le blanc peut être confondu des fois avec le gris, mais c'est pourquoi que les analyses là, sont très importantes à avoir là, du fournisseur. Donc le jaune généralement est moins élevé en gras que le gris.
Donc, pour les taux d'incorporation, là, ça va vraiment aller en fonction du produit qu'on va avoir accès. C'est autour de 15% là, pour le jaune, puis un maximum de 8% d'incorporation pour le filtrate gris. Le germe de maïs, un petit peu moins utilisé, mais qui est quand même offert là, par différents fournisseurs. C'est une analyse que les analyses sont différentes, là, dépendamment du procédé. Donc, on retrouve vraiment des analyses assez différentes pour le germe de maïs. Quand même, ça représente une bonne source de protéines, autour de 25%. L'énergie est assez modérée, puis il faut faire attention parce qu'il y a des produits qui contiennent beaucoup de gras, tandis qu'il y en a d'autres qui en contiennent presque pas. Donc, le taux d'incorporation va vraiment dépendre à ce moment-là de l'analyse qu'on va avoir avec le produit en tant que tel. La drèche de brasserie, maintenant, c'est probablement un des produits, des sous-produits les plus connus, surtout concernant les drèches. Donc, la drèche de brasserie est un sous-produit de la production de bière. Les producteurs peuvent en trouver dans les petites microbrasseries de leur village ou chez certaines grosses brasseries là, qui en exportent énormément de l'usine. Donc, c'est un produit qui est vraiment appétant, mais quand elle est fraîche. Donc, c'est pas un produit qui va se conserver très bien. Il va avoir des odeurs qui vont se développer au bout de 5 à 6 jours, dépendamment de la saison là, et de la température. Donc, c'est un produit qu'il faut passer assez rapidement. La drèche de brasserie a une excellente valeur nutritionnelle, surtout au niveau protéines. On est autour de 27% de protéines. Peut-être des choses à considérer, c'est que c'est un produit qui est très humide, donc ça peut humidifier de façon assez considérable là, les rations. Quand on a déjà une ration humide, la drèche de brasserie ne vient pas aider ce côté-là. Puis c'est un approvisionnement qui est souvent irrégulier et pas en grande quantité quand on s'approvisionne chez les petites microbrasseries. Donc, il faut essayer de vraiment céduler nos livraisons, puis calculer nos quantités qu'on donne pour essayer d'avoir apporter une quantité égale à nos animaux. Puis, comme je disais, c'est un produit qui ne se conserve vraiment pas longtemps, surtout l'été. Donc, de la passer assez rapidement, car la qualité du produit peut vraiment dégrader rapidement. Mais quand elle est fraîche, puis que la qualité est bonne, il y a vraiment peu de limites pour la quantité. On peut remplacer beaucoup d'autres ingrédients par la drèche de brasserie, autant pour les vaches là, que pour les bouillons d'engraissement. Donc, en production vache-veau, là, c'est quand même un produit qui est facilement utilisable. Donc, un autre sous-produit qui peut être retrouvé chez certaines fermes sont les fruits, des fruits probablement déclassés pour la vente, pour l'alimentation humaine. Donc, on peut retrouver des canneberges, des pommes, des cerises, des bleuets, dépendamment des régions productrices de ces fruits-là. On peut les avoir aussi sous forme de sirop. Donc vraiment un liquide là, qui peut être un petit peu plus, des fois, plus compliqué à donner là, chez certaines fermes. Puis, c'est des produits qui vont être une bonne source d'énergie, évidemment, par leur niveau de sucre. Mais c'est aussi des produits normalement qui vont avoir un pH qui va être généralement acide. Donc, pour ces raisons-là, le taux d'incorporation peut pas être très élevé, donc on parle autour de 15%. Puis encore, comme les légumes, c'est encore plus que les légumes, c'est un approvisionnement qui est vraiment normalement assez irrégulier. Donc, c'est aussi une raison pourquoi on n'en met pas beaucoup, c'est que les animaux n'ont pas accès à ça normalement très longtemps dans l'année. Et maintenant, les légumes déclassés ou sous forme de résidus. Donc, c'est un produit qui est couramment offert et utilisé chez les producteurs de viande d'abattage, mais aussi chez les producteurs vache-veau. Donc, on peut retrouver là, en grande quantité là, des offres de légumes, dépendamment de la saison, mais on est capable aussi d'en avoir presque toute l'année, là, dépendamment des régions. Donc, les plus couramment vus, là, c'est vraiment les navets, les patates, les carottes,
les choux, puis les betteraves. Donc, quand on pense que nos animaux peuvent récupérer des légumes et des fruits qui ont été, qui n'ont pas pu être vendus sur le marché, on peut voir qu'il y a vraiment une belle opportunité puis un énorme potentiel pour réduire le gaspillage de ces ingrédients-là. Juste donner une idée, là, au Canada, 45% de tous les fruits et légumes produits vont être gaspillés. Donc, c'est énorme. Puis pour vous donner une idée là, de ça représente quelle quantité exactement, j'ai trouvé des chiffres de 2011-2012 pour certains pays. Donc, ici, on a la production totale des fruits et légumes qui vont être produits par pays. Puis, à la fin de la dernière colonne, on voit ce qui va avoir été gaspillé. Donc, si on prend les États-Unis, nos voisins du Sud, on va avoir une production totale de 60 millions de tonnes de fruits et légumes ensemble pour à la fin en gaspiller 15 millions de tonnes. Donc, c'est énorme les quantités de fruits et légumes qui peuvent être gaspillés. Donc, quand on voit que nos producteurs alimentent leurs animaux avec ces fruits et légumes-là, on peut vraiment avoir un beau potentiel là, de réduction du gaspillage de nos productions de fruits et légumes. Donc, en résumé, pour les légumes déclassés ou sous forme de résidus, Euh, comme je disais, on peut retrouver des grandes quantités de disponibles au Québec dans les régions où il s'en produit beaucoup. C'est une bonne source d'énergie là, dans les rations. C'est un ingrédient qui est très appétant. Donc, même, on peut retrouver certaines problématiques de triage parce que les animaux, même dans les RTM, vont vraiment aller chercher les légumes en premier, puis tasser le reste. Des fois, on a un peu de gaspillage là, de mangeoires, donc on réduit les quantités données, là, quitte à nourrir 2 fois par jour pour essayer d'avoir le moins de triage possible ou le moins de gaspillage des autres ingrédients de la ration. Comme on a parlé, on a vu, là, c'est vraiment un recyclage, une revalorisation de produits qui est important là, dans la production bovine, où la production bovine a un très beau rôle là, dans ce recyclage d'ingrédients-là. Euh, Normalement, les légumes sont vraiment peu dispendieux. Souvent, on a presque juste le transport à payer. Euh, Puis, c'est une bonne source de vitamines et minéraux. C'est un peu aussi pour la raison pour laquelle nous, on en mange. Donc, c'est les animaux vont vraiment avoir cette bonne apport-là également. Les légumes sont très digestibles, puis on peut l'incorporer dans un bon taux d'incorporation là, qui peut aller jusqu'à 50% là, de la ration. Alors ici, on retrouve le tableau que j'ai fait adapté du Beef Magazine 2015 et Dairy One Feed Library 2012, où on retrouve l'analyse de certains légumes, en fait les légumes qu'on retrouve le plus souvent sur les fermes. Puis j'ai mis le maïs grain en haut qu'on le garde comme référence, qu'on puisse se comparer au maïs. Ce qu'il faut remarquer, là, premièrement, dans la première colonne, la matière sèche. Donc, comme je parlais tantôt, la matière sèche n'est pas très élevée dans les légumes. Donc, si on prend le navet, chou, laitue, courge, on a vraiment une grosse quantité d'eau dans ces ingrédients-là. Pour la protéine brute, on peut remarquer là, que ça diffère d'un produit à l'autre. Les betteraves est vraiment pas élevé en protéines, tandis que le chou, laitue et courge, on a des taux assez élevés en protéines, ce qui est assez intéressant. Euh, L'énergie nette de gain, les données qu'on a ici sont en mégacalories par kilogramme. Donc, quand on compare toujours au maïs grain sec, on a quand même de très bons niveaux d'énergie dans la plupart des légumes. Donc, c'est assez facile de remplacer des ingrédients là, par les légumes. Le taux de fibre est différent aussi d'un légume à l'autre, puis le gras également. Donc, c'est toujours bon d'avoir les analyses là, puis qu'on puisse comparer pour bien balancer la ration par la suite. Donc, évidemment, il y a des choses aussi à faire attention quand on prend la décision d'utiliser des légumes dans nos rations.
C'est assez important là, de valider avec la ferme maraîchère si les légumes qui nous sont donnés ou vendus sont lavés ou non. Parce que des légumes qui arrivent pas lavés vont avoir une bonne présence de terre, puis on augmente vraiment les dangers de maladies du charbon. L'approvisionnement est irrégulier, donc il faut en tenir compte. La ration va à ce moment-là changer souvent. Les animaux en parc d'engraissement ont besoin d'avoir une stabilité dans leur alimentation. Fait que quand on nourrit avec les légumes, faut vraiment prendre conscience que la ration peut changer souvent. Fait qu'on va diminuer un petit peu l'efficacité du rumen. Fait que ça peut être rentré aussi dans nos calculs là, d'opportunités là, par rapport à l'utilisation des légumes. L'amidon de la patate aussi, on va rencontrer des fois quand on en donne en trop grande quantité, on peut rencontrer des problèmes d'acidose. C'est une amidon qui est très fermentescible. Donc, c'est des choses aussi à faire attention dans les quantités qu'on donne. Puis, comme on disait tantôt, le produit il est assez humide. Donc, même s'il est gratuit, le transport ne l'est pas. Donc, de valider vraiment la route qu'on a à faire, puis le coût de l'essence là, par rapport au transport de ces légumes-là. Parce que quand on le ramène à la coût à la matière sèche, ça peut devenir ça peut monter assez rapidement. Donc, autre chose à valider, c'est vraiment la distance à parcourir pour aller les chercher. À faire attention aussi. Dans les carottes, par exemple, les choux, les légumineuses, on peut avoir un fort taux de phytoestrogènes présents dans ces plantes-là. Donc, ce qui peut arriver en parc d'engraissement, c'est quand c'est donné aux femelles, on va avoir une plus grande démonstration des chaleurs. Puis, ça peut en venir à des blessures, là, parce que les animaux vont se grimper, puis peuvent glisser, puis on peut avoir vraiment des blessures causées par ces démonstrations de chaleur-là qui sont plus importantes. Donc, dans le cas des femelles, on peut diminuer, là, c'est assez recommandé de diminuer ou de ne pas donner de ces produits-là qui sont plus hauts en phytoestrogènes. Il y a aussi que la plupart des légumes qui vont être livrés à la ferme vont être sous forme de légumes entiers. Donc, quand on prend les navets, les betteraves, les patates, c'est vraiment des légumes ronds. Donc, il y a un risque d'étouffement qui est lié à ça. Si on les passe pas, là, exemple, dans le souffleur ou dans le mélangeur comme il faut, on les brise pas, ben, les animaux peuvent, c'est arrivé, ça peut arriver. Les animaux s'étouffent avec les légumes entiers. L'autre chose, c'est par rapport à la température. Donc, l'hiver, là, c'est sûr qu'avec l'eau que les légumes vont contenir, là, l'hiver, les légumes vont geler. Donc, on peut avoir l'impression là, qu'on donne des glaçons aux animaux. Certains animaux vont bien le consommer quand même, tandis que d'autres, on peut s'attendre à une baisse de consommation. Puis l'été, ben, avec les chaleurs puis l'humidité, ben, c'est des ingrédients qui vont se dégrader rapidement. Donc aussi, d'avoir une bonne place pour les entreposer avec le moins de pluie possible dessus pour aider à la conservation durant l'été. Autre sous-produit qui est très intéressant pour les bovins, les criblures de grains. Donc, les criblures de grains sont fournies par différentes meuneries, des petites ou des grandes, dépendamment. Il peut y avoir vraiment un mix de plusieurs grains aussi dans la même criblure. Donc, c'est vraiment un produit qui a une grande variabilité, dépendamment du criblage qui a été fait. Des fois, on va se retrouver vraiment juste avec l'écaille, puis d'autres fois, on va avoir vraiment comme une petite poudre d'amidon dedans qui peut rendre la criblure assez riche. Donc, moi, ce que je demande souvent, je conseille beaucoup de prendre des analyses, puis aussi d'avoir une photo ou une analyse avant l'achat, si c'est possible, pour vraiment savoir quel prix on peut y attribuer. C'est des criblures de grains, donc qui peuvent contenir, on crible la mauvaise herbe, évidemment, donc il peut contenir de la mauvaise herbe. Il peut y avoir des graines aussi de lin ou de chanvre, là, des ingrédients qui sont plus ou moins disponibles pour l'animal. La graine de lin qui est pas moulue va passer tout droit normalement.
Donc, à valider aussi. Avec la photo, on est capable normalement d'avoir une bonne idée. Souvent, il y a des producteurs qui sont capables d'avoir des contrats ou des ententes pour ces produits-là. Fait qu'avec la meunerie de leur village ou la meunerie du coin, on est capable d'avoir un contrat qui dit qu'on livre, exemple, un voyage par mois. Donc, ce qui peut arriver, par exemple, c'est que le produit va varier beaucoup d'un voyage à l'autre. Il faut tenir compte vraiment de la composition de notre criblure pour être capable de bien balancer la ration par la suite. Un des avantages de la criblure de grains, c'est que ça assèche la ration. Donc, souvent, on peut avoir beaucoup de sous-produits qui sont assez humides. Puis, la criblure de grains, même si elle est pauvre, si le prix est bien associé à sa valeur, on peut le prendre pour assécher la ration. Puis, c'est souvent un produit qui chauffe pas beaucoup, donc peut se conserver assez bien. Si on a une criblure qui a vraiment beaucoup d'écailles, il ne faut pas se fier sur cette écaille-là pour apporter notre taux de fibre. Malgré que c'est fibreux, c'est vraiment pas une fibre qui est effective comme la paille ou le foin sec. Donc, de ne pas tenir compte de son taux de fibre pour apporter la bonne fibre aux animaux. Ça va en prendre une autre. Puis, c'est un produit effectivement là, qui est très apprécié dans les parcs d'engraissement pour justement quand on cherche à assécher la ration. Puis apporter parfois aussi même de l'appétence. Ça, c'est des produits normalement qui sont assez appétants. Donc, les récoltes de mauvaise qualité, qu'est-ce qu'on voulait dire pour cette diapo-là? C'était vraiment que les bovins, puis les parcs d'engraissement, mais même aussi dépendamment des installations, les producteurs vaches-veaux ont la capacité aussi de pouvoir revaloriser une récolte de mauvaise qualité. Dans le fond, une récolte qui n'aurait pas pu être vendue sur le marché normal ou vendue à des meuneries. Donc, une récupération de récoltes de céréales, exemple, qui ne classe pas pour l'alimentation humaine, ou une récolte en mauvaise condition, donc des grains qui ont été immatures à cause de la saison, des températures qu'on a eues, ou qui peuvent contenir des toxines parce que aussi la conservation n'a pas été super. Donc, les animaux avec un certain, en respectant bien sûr une concentration maximale là, de toxines, avec une bonne analyse, on est capable de venir récupérer ces produits-là, puis les revaloriser. Donc, c'est sûr que ça prend encore là une analyse pour être capable de bien visualiser puis bien attribuer un prix à ces produits-là. Mais on peut les revaloriser grâce à la production bovine. Alors ici, les avantages de donner les sous-produits à nos animaux. Il y en a plusieurs, dont probablement le plus important, là, c'est qu'on est capable de réduire les coûts d'alimentation en incluant les sous-produits dans la ration. Les sous-produits ont aussi assez souvent une très bonne valeur nutritive, puis sont très appétants normalement pour la plupart. Donc, en parc d'engraissement, principalement, on attire là, les animaux à la mangeoire, ce qui est en soi un très bon avantage. Les sous-produits sont aussi bons pour l'environnement, comme on a vu tantôt, les animaux peuvent agir en tant que recycleurs. Donc, c'est des ingrédients qui seraient normalement destinés au site d'enfouissement ou au compostage, qui aurait aussi un autre transport de lié à ça pour finir en déchets, tandis que là, les animaux vont s'en servir, vont le revaloriser pour produire des livres de viande. Donc, c'est bon pour l'environnement, puis on s'entend que c'est très bon aussi pour l'image de la production quand les gens peuvent le savoir, être au courant de ces utilisations-là. Il y a aussi une autre partie là, qui peut être vraiment vue sous forme d'un avantage même économique pour les producteurs, c'est que plus on utilise les sous-produits à la ferme, plus les grains destinés aux animaux qui vont avoir été produits à la même ferme vont pouvoir être vendus sur le marché. Donc, le producteur peut aller vraiment se chercher une autre source de revenus en vendant les grains qui normalement auraient servi pour les animaux.
Il y a aussi même une réduction potentielle des gaz à effet de serre, surtout dans le secteur de la vache de boucherie. C'est que beaucoup de ces sous-produits-là qu'on a présentés aujourd'hui sont plus riches et plus digestibles que les fourrages, le foin sec principalement. Donc, on peut potentiellement diminuer la fermentation entérique des vaches pour ensuite réduire évidemment les émissions de méthane produites par ces mêmes vaches-là. Il y a aussi le contexte de sécheresse qu'on a connu dans les années plus 2019, 2020, 2021, qui peut vraiment, là, les produits peuvent devenir une source d'aliments, de rechange, une solution pour faire face à ces pénuries de fourrage-là qu'on connaît, par exemple, en temps de sécheresse. Et finalement, rapidement, un rappel sur les éléments importants à considérer dans la décision, dans nos choix d'utilisation de sous-produits dans nos rations. C'est l'évaluation du prix qui est importante. Donc, on va évaluer le prix des sous-produits en fonction des marchés et de leur valeur nutritive. Donc, les analyses doivent être disponibles parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de variations entre certains produits. Comme on parlait, les criblots de grains est un bon exemple. Donc, avoir des analyses, ça va vraiment nous aider à évaluer le prix qu'on peut lui attribuer, qu'on peut payer pour ces sous-produits-là. Il faut aussi, un coup qu'on a acheté l'ingrédient en question, s'assurer d'avoir les équipements et les installations pour les recevoir et bien conserver ces produits-là. Donc, la plupart des sous-produits vont arriver en van, en 35 tonnes. Donc, si on n'est pas installé pour pouvoir les domper, puis y mettre une toile par-dessus, bien les conserver, ça doit faire partie de nos décisions, là, de nos réflexions. Puis par la suite, ben, c'est sûr que les analyses, on doit avoir des gens qui sont capables de les interpréter, puis pouvoir les balancer ensuite dans la ration. Fait qu'on recommande vraiment de faire appel aux compétences d'un ou d'une nutritionniste pour bien balancer l'alimentation de nos animaux. Et en conclusion, donc, comme on a vu dans la présentation, les sous-produits peuvent être utilisés autant en production vache-veau qu'en parc d'engraissement. Ce qui va vraiment plus limiter normalement les productions vache-veau, c'est les installations, puis être capable de servir ces ingrédients-là. Mais certaines fermes sont capables de le faire, donc vont avoir tout avantage à en utiliser. Les sous-produits peuvent être une solution en cas de manque d'ingrédients sur une ferme due à une sécheresse, par exemple, comme on a vu tout à l'heure. Donc, autant les fermes vache-veau que les parcs d'engraissement peuvent connaître des années, des saisons plus difficiles dans les récoltes d'un ingrédient ou un autre. Donc, les sous-produits peuvent vraiment venir pallier à ces problèmes-là. Et n'étant pas aussi sensibles que les monogastriques, il faut vraiment garder en tête que les bovins ont vraiment une bonne capacité pour valoriser une grande variété des produits, comme on a vu aujourd'hui. C'est vraiment un avantage qu'on peut utiliser ayant des bovins à la ferme. Donc voilà, ça termine la formation sur l'utilisation des sous-produits en production bovine. J'espère que vous aurez appris et apprécié. Donc, merci à tous de votre attention. Bonne fin de journée.